Tant que la roue de l'actualité continuera de tourner et qu'il y aura des personnes très aimables comme vous, friands du choc des idées et de la pluralité d'expression, eh bien, la revue de presse grand format continuera de s'inviter chez vous, à la maison, dans vos bureaux, bref, partout où vous êtes. Bonsoir et bienvenue à vous. Cécile Mobio, bonsoir. Bonsoir Rebecca. Comment vous allez? Très bien. Alors Cécile, ce soir on vous sollicite pour un service, une échographie de cette émission pour savoir ce qu'elle porte dans son ventre. Merci Rebecca, mais avant, bonsoir à toutes et à tous. Désormais dans cette émission, vous pouvez réagir en appelant au numéro qui s'affiche au bas de votre écran. Ce soir, on va s'intéresser à l'augmentation des prix du carburant, le super qui passe de 815 à 875 francs CFA et le gasoil de 655 à 715 francs CFA, soit une hausse de 60 francs CFA. L'actualité en Côte d'Ivoire, c'est aussi les dernières nominations faites par le chef de l'État Alassane Ouattara en vue de certaines institutions de la République. Quels en sont les enjeux? On en parlera dans un instant. À Yopougon, c'est plutôt un refus de poste. Le candidat du PDCI RDA, Dia Oufoué, renonce à son poste de conseiller municipal et affirme qu'il ne siégera pas durant la mandature 2023-2028. Et puis, hors de nos frontières au Mali, c'est la reprise des hostilités au nord du pays, de la part des groupes armés et d'une intensification des attaques terroristes contre l'armée malienne. Bel après-midi à nous. Merci de nous avoir suivis. Dieu nous garde. Merci beaucoup Cécile pour toutes ces informations. Merci de nous avoir permis un peu de savoir ce que cette belle dame qui est la revue de presse au grand format porte dans ses entrailles. Je suis déjà sur le plateau avec mes invités. Beta Michel, directeur fondateur du journal Le Bélier. Monsieur Beta, bonsoir. Bonsoir Khalil et bonsoir à nos auditeurs de la Côte d'Ivoire. Merci à vous, encore une fois de plus, d'avoir répondu favorablement à notre appel pour participer à cette émission. Merci. Alors, M. Beta, vous êtes sur ce plateau ce soir avec Dr Ali Doumbia. Bonsoir. Bonsoir, Khalil. Dr Ali Doumbia est enseignant, chercheur en histoire des relations internationales à l'université Alassane Ouattara de Bouaké. Merci à vous également d'avoir répondu à notre invitation. Merci infiniment. C'est nous qui sommes honorés. Merci à vous, merci à l'Intelligente TV, merci pour tout ce que vous faites pour l'actualité, pour les Ivoiriens. Merci. Alors, merci, on est prêts. Nous allons commencer avec le premier sujet qui est relatif à la hausse des prix du carburant. Cécile en a parlé, elle a donné les montants, les nouveaux montants pour le gasoil et le super. Monsieur Beta, on commence avec vous. Comment vous avez accueilli cette augmentation du prix du carburant? Moi, je préfère même dire, mais comment on a tous accueilli cette douloureuse encore peine que les Ivoiriens vont vivre. Parce qu'il faut le dire, cette hausse du carburant va impacter naturellement tous les leviers de l'économie, y compris les denrées de première nécessité. D'ailleurs, même la vie était déjà suffisamment pénible pour nos populations, encore que le gouvernement vient de les frapper encore avec une autre augmentation du prix du carburant. C'est-à-dire que la difficulté encore va s'accentuer et nous ne pouvons être que peinés de voir que la Côte d'Ivoire, qu'on avait cru pouvoir sortir d'une situation difficile depuis 2010, est en train encore de s'empirer encore dans la difficulté. Et notre souhait, c'est que vraiment on puisse mieux appréhender ces questions-là pour voir comment on en sort réellement. Parce que, à la limite, c'est à croire qu'il y a une impossibilité pour les pouvoirs publics de trouver des solutions à la difficulté, à la misère qui s'accentue dans nos pays. C'est le premier constat que je fais. Docteur, c'est le même constat que vous faites? Peut-être que oui. D'abord, un ton un peu hyperbolique de la part de mon très cher frère.
On a tous subi l'information. Je pense que c'est tout le temps difficile lorsque vous voyez vos possibilités réduites, vous voyez toujours les choses enflammées en termes de cotation de prix. Je pense qu'on a tous subi et c'est pas cela ne plaît pas à l'essentiel des populations de voir les choses évoluer. Je pense que cela s'inscrit dans l'élan global de la montée des prix du carburant dans le monde. Vous voyez aujourd'hui avec ce qui se passe en Ukraine et en Russie. Aujourd'hui, l'Arabie Saoudite et la Russie, qui sont les grands pays producteurs de pétrole, ont décidé de réduire les consommations pour des raisons géostratégiques. Et aujourd'hui, cela a un impact immédiat sur tous les pays du monde, d'où les pays comme la Côte d'Ivoire, les pays de l'Afrique subsaharienne. Donc cela va naturellement agir. Mon frère l'a dit, lorsque le carburant hausse, c'est bien naturellement tous les pans de notre vie qui hausse. L'État de Côte d'Ivoire, à travers les 3 ministres qui ont tenu une conférence de presse il y a 2 jours de cela, le ministre de Mines, Pétrole et Énergie a dit que l'État avait décaissé 13 milliards de francs CFA afin de contenir un peu, pour ne pas que l'impact soit assez dommageable pour nos populations. Et le ministre du Commerce a dit que les dispositions ont été prises afin de permettre à nos populations de mieux passer cette transition et de ne pas que cela soit assez dommageable pour nos populations. On espère très naturellement que les dispositions prises par l'État de Côte d'Ivoire et le ministre du Commerce va permettre quand même à nos populations de ne pas trop sentir, mais ce qui reste d'être un peu difficile parce que une chose est dite, une chose aussi c'est sur le terrain où les commerçants ne respectent pas toujours les dispositions prises et qui malheureusement va naturellement agir négativement dans les différents foyers en Côte d'Ivoire. Alors M. Betta, le docteur a évoqué la somme de 13 milliards de francs CFA décaissés par l'État de Côte d'Ivoire pour supporter cette augmentation à l'échelle mondiale. Il y a quand même des efforts qui ont été faits par le gouvernement de Côte d'Ivoire. Vous savez, moi souvent quand on me dit ça, je dis mais Ouattara, toute sa politique dans l'opposition, c'était des solutions. Mais à la limite, depuis qu'il est là, on ne voit pas de solution, mais on voit la situation s'empirer. C'est ça qu'il faut constater. Maintenant que l'État a déboursé 13 milliards, bon, moi je pense que c'est dans le rôle de l'État, c'est de faire en sorte que les difficultés des populations s'amenuisent. Mais que constatons-nous? Depuis que Ouattara est là, combien de fois, en 10 ans de mandat, combien de fois le prix de l'hydrocarbure, du carburant, du pétrole, a augmenté? Et avec ça, ça renchérit sur les coûts de l'électricité. Mais attends, on est arrivé à bout. J'ai dit aujourd'hui, les Ivoiriens sont à bout. Il faut le dire, les Ivoiriens sont à bout. Ils ne peuvent même pas s'en sortir. On prend des mesures qui n'ont pas d'impact réel. Parce que je veux au-delà même des prix du carburant et des denrées de première nécessité, les prix de loyer. On nous a dit ici que désormais, quand tu as un problème, les cautions, on les a limitées à 2 mois, 3 mois. Je vais vous faire répondre. On va rester dans le sujet, monsieur. Non, je vais rester dans le sujet. Du carburant. Nous parlons du carburant, monsieur Betta. Monsieur Betta, nous parlons du carburant. Selon le ministère des Mines, normalement, avec la hausse à l'échelle mondiale, le prix du super devait être à 921 francs CFA. Ça a été réduit à 815 pour soit des efforts de 106 francs ont été faits par le gouvernement de Côte d'Ivoire. Au niveau du gasoil, le prix devait être à 868 francs CFA et là nous sommes à 655 francs. Monsieur Betta. Non, tu sais, ce gouvernement-là, il a une manière des effets d'annonce. Oui, ça, pour ça, tu veux... Ce sont des effets d'annonce. En fait, quand tu nous dis que le prix a été, maîtrisé par un certain apport du gouvernement, mais jusqu'à quand? Parce que ce prix-là, ce prix qui veut canaliser, aujourd'hui, il n'est pas en conformité avec les prêts que la Banque mondiale et les institutions de Bretton Woods offrent à nos pays. Récemment, on a pris un prêt, mais les conditionnalités, là, ils devront un jour lâcher cette capacité à maintenir les prix, là. Ça va céder un jour. Ça va céder, et puis ce n'est pas pour longtemps, ça va céder. Et là, tu verras qu'il ne parlera plus, il ne tiendra plus ce même discours-là. C'est vous dire que ces mesures-là, c'est des mesurettes. Elles n'ont pas d'impact réel sur le quotidien des Ivoiriens. On vous a compris. Mesurettes, vous pensez que ce sont des mesurettes, ce sont des effets d'annonce. Oui, mais il faut, pour ma part, il faut saluer les efforts. C'est vrai que... Non,
Les Non, efforts, c'est vous, insignifiant. vous les jugez d'insignifiants. Pour moi, il faut saluer les efforts. Et puis d'ailleurs, quand vous dites que la Côte d'Ivoire, les Ivoiriens sont à bout, rien n'y va, mais moi, je veux qu'on inscrive aussi cette crise du carburant dans un effet global. C'est ce que vous ne comprenez pas aussi. Je veux que vous voyez les causes profondes de ce qui nous arrive aujourd'hui. Non, les causes profondes de ce qui nous arrive, c'est pourquoi on a voté. Monsieur Pétard, Monsieur Pétard, on va. Je Voilà, vais vous s'il y a dire pas de solution, faut le que dire. je vais vous dire tout naturellement que c'est un effet mondial que de voir l'évolution du prix du carburant. Maintenant, chaque pays essaie dans sa mesure de contrôler pour ne pas que ce soit assez dommageable pour la population. L'État de Côte d'Ivoire a fait ses efforts, a continué de faire ses efforts. Nous prions l'État de continuer à travailler. Je pense que c'est ce que vous devez faire. Non, De prier, ne non, me demandez pas de voir les populations. J'ai bien. de continuer à... Docteur, J'ai dit que- Monsieur Pétard demandait jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Nous observons jusqu'à quand l'État est en train de continuer de faire des efforts. Le président de la République continue à faire des efforts. Et puis quand il dit tout rien n'y va, mais il y a des secteurs quand même en Côte d'Ivoire où on peut s'en féliciter. Lesquels? Au niveau de la formation, au niveau des infrastructures, au niveau de la santé, il y a des évolutions. Jamais dans l'histoire de la Côte d'Ivoire. Oui. Après le départ de Foy-Boigny, Oui. un régime n'a aussi fait que, vous n'êtes pas être l'avocat du régime, n'a aussi fait que le président Ouattara, il faut le dire. Et puis le positionnement de la Côte d'Ivoire, l'image de la Côte d'Ivoire à l'extérieur aujourd'hui, Oui. il faut voyager tout simplement par aller dans les pays voisins de la Côte d'Ivoire, vous allez voir que la Côte d'Ivoire évolue et dépend. Il faut remercier. C'est toujours ainsi. Non, attendez. dis-moi, Quand on sort d'une crise comme ça, comme la Côte d'Ivoire l'a connue, il faut être quand même honnête avec nous-mêmes. Ouais. Quand on sort d'une crise que la Côte d'Ivoire a connue, près de 10 ans de crise, Oui. et qu'on voit les dirigeants travailler à positionner le pays, moi je pense qu'au-delà, il faut féliciter. Non, et puis non, il faut non, continuer. c'est que Il faut- vous me je suis d'accord avec vous que... Ouais, ce que vous me demandez, c'est impossible. Oui. Après, moi, je vais vous dire. Oui. Avant la crise, Oui. on connaissait l'état de la Côte d'Ivoire. Après L'état de la crise, avant la crise. Avant la crise, on connaissait l'état de la Côte d'Ivoire. D'accord. Pendant la crise, on connaissait l'état de la Côte d'Ivoire. Oui, oui. Et aujourd'hui, on voit l'état de la Côte d'Ivoire. Tout à fait. On peut tout naturellement. Oui. Tout naturellement. Quand on sort des crises, on pensait qu'on serait un peu plus loin que ça. Parce qu'on connaissait l'état de la Côte d'Ivoire avant la crise. Mais des efforts ont été faits quand même. Mais les efforts sont insignifiants. Sont Parce que, insignifiants. non, moi, je dis c'est Par rapport à l'histoire de la Côte d'Ivoire, par rapport à ce qu'on a dépassé. Monsieur Pétard, quand on regarde les raisons qui ont été évoquées par le ministre des Mines, docteur en a parlé, l'Arabie Saoudite qui décide de réduire ses productions, ses exportations de pétrole. Et d'ailleurs, pour rappeler, pour ajouter, la Côte d'Ivoire... Pour l'aider, la Côte d'Ivoire vient de nous dire qu'on a découvert 2,5 milliards de barils de pétrole en Côte d'Ivoire. Mais sur l'impact de ces barils-là dans l'économie, là, on nous en parle pas, on nous en parle pas. On parle plutôt de ce que l'Arabie Saoudite a fait ça. Mais encore en Côte d'Ivoire, on trouve quelle solution là où on découvre quelques minéraux quand même pour aider les populations. Qu'est-ce qu'on en fait? Moi, je voudrais que le ministre soit plus disant sur ces sujets-là, que de vouloir nous ramener à des schémas que tout le monde présente. Ben, tu vas partir d'ici, on te dit non, l'Arabie Saoudite a augmenté, voilà. Mais la Côte d'Ivoire a trouvé un minimum quand même de choses. Quel est l'impact de ce minimum-là dans notre économie? C'est des questions comme ça qu'on veut que les ministres abordent. Ce n'est pas toujours de nous rabâcher avec des sujets vieux comme les assistants comme nous avons l'habitude de nous dire. Non, Non, mais si ces questions sont d'actualité. Non, les questions sont d'actualité, mais il y a des questions plus d'actualité que celles-là. Même les États-Unis d'Amérique interpellent ces deux pays de revoir les productions. Parce que le monde ne peut pas évoluer comme ça. De revenir à la production normale pour permettre au monde d'être soulagé. Parce que le pétrole devient un outil stratégique de combat aujourd'hui dans le monde. Non, c'est l'énergie en général. Maintenant, bien sûr, voilà. mais de comprendre que nous, le pays de l'Afrique subsaharienne, nous, le pays un peu limité, nous en souffrons. Maintenant, nous en souffrons parce que nos gouvernements n'ont pas de solution. Ah, visiblement. Voilà. Vous pensez que nos gouvernements, notamment l'État de Côte d'Ivoire, je ne peux pas dire que l'État de Côte d'Ivoire n'a pas de solution. Parce que quand un État, je pense qu'on ne peut pas dire que l'État de Côte d'Ivoire n'a pas de solution. Quand un État décide de déverser près de 13 milliards pour essayer d'amortir un peu cette inflation, pour ne pas que la population ressente, c'est un effort. Est-ce que la population ne ressent pas? Maintenant, les dispositions prises. Est-ce que la population ne ressent pas malgré ces efforts? Mais si les 13 milliards n'étaient pas injectés, certainement que le prix... On a eu écho de l'augmentation du prix du transport à certains endroits dans les communes d'Abidjan. Comme je vous l'ai dit, naturellement... Moi, personnellement, j'ai vu sur mon chemin le prix du transport augmenter. Tout à fait. Naturellement, je le dis, ça va créer quand même des problèmes. L'État a fait des efforts. Maintenant, nous disons, naturellement, oui, je suis d'accord avec toi, vous pouvez quantifier insuffisant ou pas ce que l'État, mais l'État de Côte d'Ivoire fait des efforts.
Aujourd'hui, nous sommes à une augmentation globale de 60 francs CFA. Et si les 13 milliards de francs CFA n'avaient pas été injectés par l'État, certainement qu'on ne serait pas à ce niveau. Donc il faut féliciter les efforts de prier Dieu qu'il ait la stabilité, la paix, pour que les choses puissent avancer. Je suis d'accord que l'État doit travailler à ce que la population, qui est le point, le facteur X même de tout projet de développement, puisse ne pas sentir toutes les difficultés de Mais ils en sentent ça un peu trop, c'est ça notre préoccupation. D'accord, mais si on va partir pour le second sujet, juste rappeler à nos téléspectateurs qu'ils peuvent nous appeler pour participer, donner leur avis sur les sujets qui sont posés. Nous avons le 27, vous voyez le numéro qui s'affiche au bas de l'écran, 27 22 55 40 84, 27 22 55 40 84. Voici le numéro à partir duquel vous pouvez nous joindre pour participer également à ce débat. On se retrouve dans quelques instants pour évoquer le second sujet. Il avait annoncé la semaine dernière en Conseil des ministres. Il est passé en l'acte avant-hier, mercredi 4 octobre 2023. Le président de la République de Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara, vient de nommer de nouveaux présidents d'institutions. Il s'agit au titre de la présidence de la République de Côte d'Ivoire, M. Gilbert Koné Kafana. La liste est longue. Je vous propose qu'on puisse en savoir davantage dans cette vidéo. Ancien ministre d'État, est nommé haut représentant du président de la République. Monsieur Théophile Awan Doli, ancien ministre, est nommé inspecteur général d'État. Au titre de la Cour de cassation, Monsieur Yua Kofi, magistrat hors hiérarchie, groupe A, échelon unique, est nommé président de la Cour de cassation. Au titre de la Haute Autorité pour la bonne gouvernance, M. Epiphane Zoro Bibalo, ancien ministre, est nommé président de la Haute Autorité pour la bonne gouvernance. Au titre de la Grande Chancellerie de l'Ordre national, M. Ali Koulibaly, ancien ministre, est nommé grand chancelier de l'Ordre national. Par ailleurs, Madame Henriette Dagri Diabaté est nommée grande chancelière honoraire de l'Ordre national. Antenne de l'Intelligent TV pour s'intéresser au deuxième sujet de cette émission, la revue de presse grand format. Nous sommes sur ce plateau avec Dr Ali Doumbia, qui est enseignant-chercheur à l'université Alassane Ouattara de Bouaké. Il enseigne en histoire des relations internationales. Il est sur ce plateau avec Beta Michel, qui est directeur fondateur du journal Le Bélier. Alors, Dr Ali, on va commencer ce deuxième sujet avec vous. Le président Alassane Ouattara a procédé à de nouvelles nominations. Quel est votre regard sur ces nominations? Bon, d'abord, je pense que le chef d'État pense certainement qu'il arrive à un temps qu'il faut revoir quand même des choses autour de lui. Donc, il procède donc dans des nominations. Et puis aussi, on assistait quand même à des vieillissements au sein de certaines institutions. Nous savons très bien que notre Madame Henriette Dagui Diabaté était aujourd'hui très fatiguée, ne peut pas conduire les affaires comme il se doit. Donc, l'avoir remplacée, je pense que c'est une très bonne chose. Aujourd'hui, chancelier honoraire. C'est vraiment un titre assez honorifique. Je pense que c'est normal qu'elle ait ça jusqu'à la fin de sa vie. C'est tout à fait normal. Mais ce que je voudrais dire de façon globale, c'est qu'aujourd'hui, les États de l'Afrique subsaharienne ont du mal à entrer dans la mondialisation. Est-ce que vous comprenez? Ont du mal à rentrer dans la mondialisation parce qu'on pense que tout ce qui est occidental, tout ce qui est blanc, tout ce qui est système démocratique en Europe doit forcément être en Afrique et dans nos terroirs de façon systématique. À quoi voulez-vous en venir? Je veux venir, c'est-à-dire il y a des institutions, par exemple,
pour moi, part, hein, on pouvait quand même essayer de... Aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, je veux dire l'histoire de l'humanité. En 1940, quand en 1400 par exemple, on ne parlait pas d'université en Côte d'Ivoire, mais quand on vient dans la mondialisation, les pays africains sont obligés de s'adapter au même système que les pays qui ont connu des histoires assez plus anciennes que nous. La France, les États-Unis, c'est les vieilles nations. Donc l'adaptation dans nos systèmes politiques doit être aussi progressive, je veux dire. C'est-à-dire les thèmes d'institutions, en termes de Sénat, en termes de ministère, en termes de temps, de voir de tout ça. Puisque aujourd'hui, le problème c'est que... Vous pensez qu'il y a des institutions de trop? Pour moi, il faut essayer de... Certainement, le chef d'État a ses raisons. Nous attendons de voir le contenu de la nomination de haut autorité, le haut représentant chargé auprès du chef de l'État, avec rang de président d'institution. On attend de voir le contenu de cette nomination, de comprendre réellement ce que cela arrivait comme responsabilité, mais de dire qu'il faut voir aujourd'hui, compte tenu de nos situations en Afrique, de voir comment on peut essayer d'harmoniser les choses en essayant de limiter un peu des responsabilités qui vont naturellement engager des ressources qui vont qui pourraient être dommageables pour nos populations de façon globale. Puisqu'on parle d'un phénomène déjà, on vient d'évoquer la question de hausse des prix, de carburant, tout ça. Je pense qu'en essayant d'harmoniser les choses allant dans le sens de permettre de contrôler l'économie, l'inflation, à gérer des choses. Donc on attend de voir le contenu de cette nomination. Pour des institutions, je pense que c'est normal. Cela, il va de l'ordre normal. Le chef de l'État décide quand les tests fondamentaux de la République permettent de changer des choses, des gens aux têtes d'institutions. Cela est tout à fait normal. On attend de voir le contenu de cette dernière nomination, cette dernière création en termes de nomination. Le haut représentant du chef de l'État avec rang de président d'institution. D'accord. Monsieur Beta, vous avez une idée du contenu? Qu'est-ce que vous pensez de cette nomination? Non, d'abord, cette nomination, je vais l'analyser d'abord au plan politique. Le chef de l'État encore vient de nous montrer que tout est RIDP. C'est-à-dire? Tout est RIDP parce qu'il n'a récompensé que ses amis. Il n'a nommé que ses amis, c'est-à-dire ceux qui lui sont proches. Alors que la Côte d'Ivoire regorge... Vous auriez voulu quoi? Non, on peut prendre partout. Il y a des personnalités dans tous les domaines, dans la société civile et partout. Mais ceux-là, c'était des ministres qui reviennent à des postes de responsabilité. Bon, on ne change pas les gens. On ne change pas les gens et puis on est dans un système qui est, je dis, c'est étouffant. C'est à croire qu'il y a une certaine classe qui dirige et les autres sont en train de subir. Parce qu'il ne bouge personne. Il y a d'abord, même parlant de son haut représentant, quelqu'un qui a perdu la députation. Il n'a même pas été capable de se faire réélire dans la commune où il était élu. Encore qu'ils n'ont même pas eu le courage de lui faire passer le test des municipales parce qu'il n'est pas allé compétir. Et quand le président vient le prendre pour en faire sa doublure en tant que haut représentant du chef de l'État, c'est à croire que c'est une prime à l'amitié et non à l'action sur le terrain, à l'apport de cet individu-là dans le système social et économique. Bon, bref, pour dire que le chef de l'État est en train de récompenser ses amis, moi, c'est ce que je vois. Et moi, j'attends de voir l'impact de toutes ces nominations-là. Bon, l'impact, disons que l'impact, c'est déjà là, puisque ces postes-là existaient, mais je dis que ça ne fait pas avancer vraiment cette volonté d'unité au plan politique, parce qu'il aurait choisi cette occasion de faire rentrer des personnes qui ne sont pas de son sérail, mais qui sont dans l'action ivoirienne. Non, pas forcément à ce poste-là. Non, il est en train de procéder à des nominations. Oui, tout à fait. Il y a des personnes qui ont montré de la compétence pour diriger certains postes, peut-être que la haute autorité de la haute gouvernance, de la gouvernance. Oui, non, j'ai dit, si ce n'est pas les proches du chef d'État, il n'y a personne. D'accord. Le RDP est dans cette logique-là et c'est dommage pour la cohésion et la volonté même de faire participer à tout. D'accord, on vous a compris. Alors, docteur, il le disait, c'est une prime à l'amitié. Ce sont des militants qui sont récompensés. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je pense qu'il faut être plus flexible quand on parle des postes politiques. C'est qui à qui politiquement se partage aussi politiquement. Moi, c'est ma logique. Voilà pourquoi autant Mamadou Koulibaly disait... Je viens. Je parle des postes politiques. On parle par exemple de représentant du chef d'État chargé et de représentant du président de la République. C'est un collaborateur du chef de l'État, il choisit qui il veut. Moi, c'est nouveau, je n'ai pas de difficulté. J'ai écouté Mamadou Koulibaly qui disait « Ah non, mais ce gouvernement, ce pouvoir, c'est le pouvoir RHDP, qu'ils prennent ceux qui veulent. Nous, on s'en moque. On s'en moque, on ne veut pas aller là-dedans. C'est son choix. Et je pense que le chef de l'État, il est libre de choisir ses collaborateurs. Non, tu sais, je viens. Il est libre de choisir ses collaborateurs de travail.
Voilà, on parle du haut représentant du chef de l'État chargé. Et les institutions, ils sont au pouvoir. Maintenant, je pense que... Vous disiez tout à l'heure qu'il y a des institutions de trop. Est-ce que vous ne pensez pas que... Non, ça ne veut pas... Au fait, ce n'est pas la même chose. Je suis en train de vous dire que le chef de l'État est libre de choisir ses collaborateurs de travail. Parce que c'est sa machine politique et ce n'est pas une gestion publique. C'est sa machine politique. Un représentant du chef de l'État, c'est quelqu'un dans son cabinet. Le président Ouattara ne gère pas un parti politique, il gère la Côte d'Ivoire. Est-ce que M. Betta disait, en tant que président de la République, quand on doit travailler, on doit poser des actions qui vont toucher à toute la population ivoirienne. Il faudrait travailler avec tout le monde, c'est ce qu'il dit. Mais attends. Il faut travailler avec toutes les compétences. Pourquoi lorsqu'on lance les élections, chaque parti lutte pour une majorité à l'Assemblée nationale? Non. Je suis en train de venir. Pourquoi? Je vous laisse répondre. Non, mais bien sûr, pour posséder la majorité, pour gouverner tranquillement. Et mais maintenant, c'est pas d'exclusion. Non, mais Ouattara ne fait pas d'exclusion. Quelle exclusion a fait? Non, j'ai dit que toi, souvent, quand j'observe. Non, quand vous dites exclusion, je ne comprends pas. Non, l'exclusion, j'ai bien. L'exclusion. L'exclusion par rapport à quel paradigme? Non, je viens. Mais c'est pas que je parle de la Côte d'Ivoire. Je ne parle pas de la Côte d'Ivoire. Par rapport à quelle disposition? De tout temps. Par rapport à quelle disposition? Non, de tout temps. Moi, ceux qui ont dirigé ce pays-là ont associé même les entités qui n'étaient pas de leur bord. De Bédier à Babou. Tout le monde a dirigé ce pays. Aujourd'hui, Ouattara est venu. Ouattara gère le pays seulement avec ses frères, c'est pas ça? Non, personne n'a associé. Avec son parti. Quand il parle d'associer, Gbagbo a associé. Il a associé le RDR en son temps. Il était un pays, mais il a associé le RDR. Associé, c'est-à-dire à la gouvernance, ils étaient à des postes de nomination, qui étaient dévolus au chef d'État, qui les a mis. Et toutes les nominations sur Ouattara, c'est tout ça. C'est tous ceux qui sont de son camp qui sont nommés. Il n'y a personne qui vient d'ailleurs. C'est dommage. Moi, je pense que la cohésion passe de par là. Si Ouattara veut diriger avec tout le monde, il a l'occasion, dans les nominations, de penser à d'autres qui ne sont pas de son bord. C'est ça. Monsieur Betta Ouattara avait nommé à son temps Aoussou Jano, qui était du PDCI en tant que Premier ministre. Non, mais c'est pas que c'était en alliance. Mais quand l'alliance est rompue, c'est fini. Il n'était pas en alliance avec le FPI quand il était au gouvernement. Il n'était pas en alliance. Mais Babo l'a accepté d'avoir des ministres du FPI. Du RDR, qui était le parti de Ouattara. C'est vous dire que la Côte d'Ivoire se dirige ensemble. Mais Ouattara, sa logique, c'est que l'autre l'a dit, son président de l'Assemblée nationale l'a dit, si tu n'es pas RDP, tu n'as pas le droit au tabouret. Et ça continue, et en fait ça encore, bon, écoute, moi je constate. C'est un constat. Voilà, c'est dommage. Je pense que je ne suis pas d'accord que vous dites que Ouattara gère le pays de façon amicale. Non. Mais c'est ça, c'est ce qu'on voit. Alors, quand il dit Ouattara gère le pays de façon amicale, le Premier ministre, il a du RHDP. Tous les présidents d'institutions qui ont été cités, ils sont du RHDP. Oui. Est-ce qu'il n'a pas raison? Mais vous voulez qu'ils prennent le FPI pour gérer les... Non, je viens. Les autres l'ont pris. Non, vous voulez... Monsieur Betta, vous voulez qu'ils prennent un baron du FPI pour gérer la primature? Non, les autres l'ont pris. Quels autres? Mais autant de Babo. Babo, il a pris quel baron? Il a pris Seydou Diarra. Seydou Diarra? Oui, il a pris aussi Bani. Vous oubliez le contexte historique dans lequel Gbagbo Laurent évolue. Ah, donc c'est ce contexte vous oubliez le contexte. Monsieur, je pense que c'est de bonne foi d'abord. Monsieur, on va s'écouter. Permettez-moi de rappeler à nos téléspectateurs qu'ils sont bel et bien sur les antennes de l'Intelligent TV et qu'ils suivent à présent la revue de presse grand format qui passe tous les vendredis à partir de 15h sur l'Intelligent TV. Et vous avez l'occasion de participer au débat qui est déjà enflammé sur ce plateau avec nos invités. Le numéro s'affiche au bas de l'écran 27 22 55 40 84. Voici le numéro à partir duquel vous pouvez nous appeler si vous sentez le besoin de participer, de vous faire entendre dans cette émission. Eh bien, vous pouvez le faire. Vous nous appelez tout simplement et vous réagissez aux différentes questions que nous allons vous poser. Alors, M. Betta, on va parler des enjeux de cette nomination. Cette nomination, ça répond à quoi? C'est quoi les enjeux politiquement? Bon, politiquement, pour l'instant, moi, quand je regarde ces nominations qui ont été faites pour l'instant, parce qu'il y a d'autres qui viennent, je ne vois pas d'enjeux politiques. Les enjeux politiques, c'est toujours la machine du RHDP qui se met en marche avec ceux qui ont dirigé hier, qui reviennent à certains niveaux un peu plus importants. Quand je parle d'Ali Koulibaly qui avait disparu un peu après avoir été ministre, il revient encore à la chancellerie. Bon, il n'y a pas de nouveau. Et Yua Kofi qui avait dirigé en son temps, je me souviens, l'audience foraine, si j'ai bonne mémoire.
lorsque on conduisait les questions d'audience foraine, il revient. Bon, je pense qu'il n'y a rien de nouveau au plan. Bon, moi, je ne m'attends pas à grand-chose. Je ne m'attends pas à grand-chose et je pense que les Ivoiriens vont le constater. Et vous? J'attends de juger sur le résultat. Je ne dis pas, je ne m'attends pas, sinon ce serait les maudits. Je pense que le président de la République a pris des dispositions. Il a nommé des personnalités. Il a voulu rajeunir certaines institutions. On attend de voir ce que ça va donner comme résultat. Moi, je vais me prononcer sur les résultats, non pas de dire que c'est déjà un échec d'avance. Alors, monsieur, vous savez, cette émission s'intéresse à l'actualité. Et l'actualité, l'information qui est tombée entre 11h et midi, c'était la dissolution du gouvernement de Côte d'Ivoire dirigé par Patrick Hachi en tant qu'analyste politique, intellectuel, tout et tout. Vous avez certainement pris connaissance de cela. Qu'est-ce qu'on peut en dire, docteur? Bon, c'était prévisible, le chef d'État l'avait annoncé depuis maintenant quelques jours, voilà, qu'il procéderait à des réaménagements. Je pense que c'est ce qui est en vue. Et ça a commencé déjà aujourd'hui avec la dissolution du gouvernement, d'abord avec la mise la mise fin aux fonctions naturellement du Premier ministre chef de gouvernement. Je suppose que dans les 2 jours, 48 heures, 72 heures à venir, on aura soit la reconduction, soit un nouveau Premier ministre avec un nouveau gouvernement, voilà, pour continuer le travail. Voilà, c'est tout ça. Je pense que le chef de l'État pense qu'il y a quand même des ajustements à faire. Il y a de quoi à remercier certains ministres parce que pas trop performants ou encore compte tenu des contingences actuelles. On verra. Vous parlez d'ajustement. Est-ce que vous pensez qu'il y a certains endroits, certains niveaux où on doit faire des ajustements? Oui, je pense que le chef de l'État, en prenant cette décision, il ne va pas démettre le chef du gouvernement et encore dissoudre le gouvernement et ne pas procéder à des réaménagements. Non, forcément. Je pense qu'il y a un travail à faire ce sens et le gouvernement est parti. On a 2 ans en arrière. Depuis 2 ans maintenant, ce gouvernement est en fonction. Je pense qu'aujourd'hui, il est bon d'apprécier les choses et de voir les difficultés qu'il a, de voir ce qu'il a marché, non pas, et puis bon, de procéder à des changements. Et je pense que le changement est possible avec ce gouvernement par rapport à certains secteurs donnés. Alors, M. Betta, quel type de gouvernement pourrait-on avoir droit dans les jours à venir? Non, mais moi, je l'ai dit d'entrée que ce gouvernement-là, il a plus d'effets d'annonce que de réalisation même concrète sur le terrain. Vous n'y croyez pas? Non, c'est pas que je ne crois pas. J'observe ce que je vois sur le terrain. Hein. C'est pas ma foi. C'est pas, je suis pas, bon, il ne faut pas me faire médire. Faut pas me faire médire. Donc, je disais, c'est pas une question de foi, c'est une question de réalité. Et bon, sur certaines questions essentielles, le gouvernement a annoncé beaucoup de mesures. Et puis, bon, sur le terrain, il y a très peu d'effets. Et je crois que c'est peut-être ce que le chef de l'État a dû comprendre et qu'il fallait qu'il leur assigne certaines missions de terrain, plus de terrain pour avoir des effets évidents. Vous attendez plus à un gouvernement qui viendra pour combattre la cherté de la vie? Surtout. Parce que vous n'imaginez pas l'espoir que la venue de Ouattara avait suscité chez beaucoup de nos concitoyens. Chez beaucoup de nos concitoyens et aujourd'hui ils sont pour la plupart désillusionnés. Ils sont pour la plupart désillusionnés au point de constater que leur quotidien ne peut pas considérablement améliorer. En Côte d'Ivoire, on a annoncé le SMIC à 75 000, il faut demander combien ils respectent. C'est ça la réalité. Moi, je dis, ce gouvernement-là, souvent, je dis, nous, on a l'avantage de voir le gouvernement sur le papier et puis de le voir aussi sur le terrain. Parce que sur le papier, c'est beau. C'est pourquoi j'ai parlé d'effet d'annonce. Sur le papier, c'est un projet. Quand tu les lis, tu te dis, mais on devait sortir. Est-ce que c'est sur le papier? Il a cité des réalisations au niveau des infrastructures. Tu veux qu'on continue de citer les infrastructures? On se réjouit du 3e pont et du pont à dos qui vient de sortir de terre. Mais on aurait pu se réjouir aussi du stade olympique. Mais tu as vu que l'eau nous a fait mentir tous. C'est vous dire que la Côte d'Ivoire n'est pas qu'infrastructure. La Côte d'Ivoire n'est pas qu'infrastructure et si on veut se satisfaire de notre pays, il faut se satisfaire du niveau de vie des populations. Et c'est sur ce plan-là que vraiment, pour moi, malheureusement, des programmes tels que les programmes sociaux du gouvernement qui devaient aider notamment les populations à accéder au logement décent pour la majorité. Mais
ça n'a pas été conduit à bon port jusqu'à la finalité. Donc, toutes ces questions-là nous heurtent quand on voit un peu l'action qui est trop faite de communication plus que de réalité. C'est ça. C'est bien noté. Docteur, vous voulez réagir rapidement? Oui, bien sûr. De dire qu'on attend beaucoup de gouvernement qui viendra. La question de la charte de la vie est une question essentielle. Je pense que le gouvernement doit continuer de s'atteler à ce que les commerçants sur le terrain puissent respecter les prix indiqués. Voilà, il a évoqué la question des infrastructures. Moi, je reviens pour dire que nous sommes en Côte d'Ivoire. Moi, je pense que le gouvernement actuel, pour ne pas dire la gouvernance de Alassane Ouattara, a beaucoup fait au niveau des infrastructures. Voilà, une hirondelle ne fait pas le printemps, on le dit. La question du stade de Mbimpe ne peut pas être un argument pour jeter la probe, pour jeter la malédiction sur tout ce qui a été fait par le président de la République, Alassane Ouattara. Je pense qu'il faut féliciter. Nous voyageons partout en Côte d'Ivoire, sans distinction. Toute la Côte d'Ivoire est en chantier. Je pense que ça a salué. Ça a salué, les infrastructures sanitaires, éducatives, tout sont en train de naître. Je pense que c'est à saluer. Il faut féliciter les efforts du gouvernement à cet effet. D'accord, messieurs, on va marquer une pause et puis juste après la pause, on va se retrouver pour les deux sujets pour la suite de cette émission. On va parler de la mairie de Yopougon où le candidat du PDCI RDA Dia Oufette a décidé de renoncer à son poste de conseiller municipal. Et puis à la fin, on va s'intéresser à l'actualité au Mali où on assiste à une reprise des hostilités armées dans le nord de ce pays voisin. On va se retrouver tout à l'heure pour la suite de cette émission. À tout de suite. La revue de presse en grand format reprend toute sa place sur l'Intelligent TV sous de nouvelles couleurs. Mission de décryptage de l'actualité nationale et internationale. Désormais, vous aussi, vous avez l'occasion de participer à cette émission en nous appelant tout simplement au numéro qui s'affiche au bas de votre écran. Dans la revue de presse grand format, toutes les opinions sont admises. Retrouvez tous les vendredis à partir de 15h sur l'Intelligent TV, Ibrahim Khalil Koné, Cécile Mobio et leurs invités. De retour sur les antennes de l'Intelligent TV pour la suite de cette émission, la revue de presse en grand format, émission consacrée au décryptage de l'actualité d'ici et d'ailleurs. On reste toujours sur l'actualité qui concerne la Côte d'Ivoire. Nous allons parler de la mairie de Yopougon où le candidat du PDCI RDA aux récentes élections municipales Dia Oufette que vous voyez à l'écran a décidé de renoncer à son poste de conseiller municipal. Alors messieurs, on va évoquer ce sujet, mais avant je voudrais rappeler à l'endroit de nos téléspectateurs qu'ils peuvent bien participer à cette émission, donner leur avis, leur point de vue en appelant au numéro qui s'affiche au bas de l'écran 27 22 55 40 84. Voici donc le numéro à partir duquel vous pouvez nous appeler puis vous prononcer sur ce sujet. Alors messieurs, on va commencer avec vous, Beta Michel. Comment vous analysez cette décision de Dia Oufette? Moi, je suis plutôt surpris. Pourquoi? Parce qu'en fait, il appartient à un parti politique. Son parti a d'une directive et individuellement, lui, il prend la décision de ne pas participer à un conseil municipal. Pour quelle raison? Voyez-vous, moi je crois que Dia Oufette, je ne sais pas, bon, j'ai constaté souvent que certains acteurs politiques s'oublient. Ils s'oublient. Vous appartenez à une famille politique. C'est les directives du parti qui sont suivies. Tous les maires qui n'ont pas gagné participent au conseil municipal. D'où vient que toi, tu décides de ne pas participer. Il a dénoncé des irrégularités. Beaucoup ont dénoncé, mais alors que le Conseil d'État a siégé, a donné son verdict, mais tu t'alignes, puisque le parti s'est aligné. Moi, je crois qu'il faut faire attention. Et je profite de votre micro pour attirer son attention. Parce que déjà, Dia Oufette, il oublie une chose. Il a été candidat à la députation. Il a gagné sous la forme d'une union entre lui, le PDCI, et le PPACI. Et le PPACI qui était EDS à l'époque. Aujourd'hui, ils sont arrivés où ils n'ont pas pu s'entendre, ils ont perdu l'élection municipale à Yopougon. Il faut en tirer les leçons. Il ne faut pas se mettre dans une défiance unitaire. Il faut en tirer les leçons et puis chercher à travailler sur le terrain. D'où vient qu'ils prennent une décision seule. Moi, je crois que le conseil de discipline du parti devrait l'interpeller sur sa question. J'allais en venir. Vous parlez de décision unilatérale. Oui. Est-ce que vous pensez qu'il va subir des sanctions? Non, j'en appelle en même temps au conseil de discipline du parti qui doit l'appeler pour lui dire non, tu ne peux pas marcher comme un individu seul.
Parce que les mesures que tu prends... Est-ce qu'il n'y a pas une rupture de banc qui s'annonce entre Diaoufouet et le PDCI? Non, je ne veux pas m'hazarder sur ce chantier-là parce que ce que vous me demandez, il ne l'a pas encore dit. Mais moi, ce que je constate... C'est au regard de votre analyse que je le dis. Au regard de mon analyse, je dis qu'il rentre dans les rangs. Le parti a une position qui s'aligne sur la position du parti. Le PDCI n'a pas boycotté, jusqu'à après du compteur, les conseils municipaux installés. Même là où il a dénoncé certaines irrégularités. Donc, Diaoufouet s'aligne à cela. Parce qu'aujourd'hui, la leçon qu'on doit tirer de l'échec de Yopougon, qui est un échec puissant pour l'opposition, qui a gagné déjà les municipales et les législatives, c'était naturellement que l'opposition devait reprendre les municipales à Yopougon. Mais ils sont partis en dispersé, ils ont perdu, tirons les leçons et armons-nous pour reconquérir Yopougon que de rentrer dans une défiance inutile qui peut-être même peut être préjudiciable à la suite de sa carrière politique en tant qu'élu à Yopougon. Parce que quoi? Imaginez-vous qu'il y a une certaine disposition de la loi qui fait office, qui fait obligation aux conseillers municipaux de participer à un certain nombre de réunions du conseil municipal. La loi aussi lui confère ce droit-là de ne pas siéger. Oui, mais non. Et c'est ce qu'il a appliqué. Non, il va le faire. Il a utilisé son droit. Il va le faire, mais je crains fort que ça ait des conséquences sur la suite de sa carrière politique. Parce que ce qui aurait dû être fait, vous savez, quand tu ne participes pas, ça se fait contre toi. Victor qui sera élu, qui certainement déjà a été élu aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui nous sommes vendredi, il devait avoir son élection. Il ne va pas renoncer à son mandat parce que toi tu ne viens pas. Mais il pourra poser des actions dans lesquelles tu vas les subir et tu ne sauras même pas comment les dénoncer. D'accord. Parce que tu dois hors du conseil. C'est bien noté. Alors docteur, est-ce que vous aussi, vous êtes surpris par cette décision de Diaoufouet? À la fois surpris et en même temps peiné. Pourquoi? Peiné que nous soyons arrivés à ce niveau de jeu. Pour moi, l'opposition à Yopougon, comme je le dis de façon globale, l'opposition en Côte d'Ivoire présente souvent cette image un peu émasculée, je veux dire. Comme si cette opposition n'avait pas d'ambition, n'avait pas de rôle réel. Mais comment atteindre ces ambitions si en face on a des gens qui, selon Diaoufouet, vous voyez, nous empêchent à travers des fraudes? J'ai suivi ces élections à Yopougon, j'ai eu mal, pas pour dire que je suis pour l'opposition ni pour le pouvoir à Yopougon, mais qu'une opposition d'accord pour le changement ne puisse pas se nier aller ensemble. Dans le combat, ils sont désunis, ils sont plutôt unis dans la défaite. C'était déplorable. J'ai suivi la conférence de presse, j'ai dit, mais ça, c'est un peu du n'importe quoi, en gris, excusez-moi. Mais vous avez combattu dans la division, dans le déséquilibre, et dans le chèque, maintenant, vous êtes dans une solidarité assez fragile. Je pense qu'il ne devait pas se retirer. Vous voyez, le camarade parlait dessus de la gestion participative. Le code électoral au niveau des élections municipales emmène tous les acteurs politiques d'une localité à apporter leur vision, leur opinion sur la gestion. Voilà pourquoi le système de prorata a été établi. C'est vrai que le candidat qui vient en tête a les 30% des conseillers, mais les autres a les 50% des conseillers, mais les autres 50% sont partagés par rapport aux proportions des candidats. Pour vous dire que vous êtes dans le système, vous pouvez apporter votre critique, vous pouvez vos opinions, vous pouvez apporter votre gouvernance, votre opinion dans la gouvernance. Mais là, il démissionne, il laisse... il estime que s'il participe, ça serait d'accorder une légitimité... mais il est ivoirien, il est acteur politique. Ce n'est pas Bitego, mais c'est le code électoral, c'est la Côte d'Ivoire, c'est la gouvernance participative qui apporte sa contribution. Mais là, il va, mais c'est encore plus monstrueux que de rester. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, le PDC, je ne sais pas si c'est lui seul qui quitte, ou bien c'est tout le bloc PDC qui quitte le conseil, je ne sais pas. Peut-être on ne sait pas, on sait. Voilà. Sinon, c'est une démission. Il est parti de lui-même. Je pense que normalement, ça ne doit pas poser des problèmes parce que c'est lui-même qui décide de céder. Il pourra revenir, mais comme il a dit, ça aura un impact assez négatif sur son avenir politique parce qu'il faut rester dans le système. Il faut mener. Certainement, il a sa stratégie. Pour moi, il ne devrait pas partir. Personnellement, il ne devait pas partir, il devait rester pour apporter quand même son opinion, sa vision de la gouvernance de Yopougon et rester dans la machine et non pas de partir laisser le champ au RHDP. Parce que finalement, quand vous partez, vous laissez le champ au RHDP, après vous direz que c'est le RHDP seul qui tient le pouvoir. Il ne faut pas le faire. Alors, Beta Michel, est-ce que quand Diaoufouet dit que participer au conseil municipal, c'est accorder une forme de légitimité? J'ai dit Diaoufouet, il est d'un parti politique.
Cette discipline qu'il a adoptée là, moi je ne sais pas d'où il la tient. C'est pourquoi je dis, mais il faut que le conseil de discipline du PDC l'interpelle pour lui dire non, il y a une ligne du parti. Si le parti n'a pas décidé de boycotter les conseils municipaux, ce n'est pas à toi de le faire. Il faut t'allier. À moins que tu aies décidé de défier maintenant les instances de ton parti. Non, il pense qu'il gagnera à avoir de la mesure dans cette décision. Il y a aussi, je crois, Yasmina qui a aussi décidé. Non, elle a décidé de braver tout ce que son parti dit, donc elle évolue seule. Bon, donc elle prend ses décisions comme elle veut, mais Diaoufé, ce n'est pas le cas. Il a porté l'étiquette. Est-ce que vous ne pensez pas que l'attitude de Diaoufé est à l'image de l'opposition ivoirienne, comme le signifiait un peu à quelle opposition? Parce que l'opposition ivoirienne a une position officielle. C'est ça. Quelle image, quelle opposition? Parce que jusqu'ici, le PDC qui s'est montré quand même assez mature a dénoncé certaines entraves à la bonne conduite du processus électoral. Mais malgré cela, ils ont participé au processus. Aujourd'hui, ils ont des représentants dans les conseils municipaux des différentes communes, même là où ils ne sont pas élus. Ils ont des maires, ils sont élus. Donc je crois que le parti a une ligne directrice. Et moi, je crois que Diaoufé gagnerait à s'inscrire dans cette ligne directrice-là qu'à vouloir se donner l'étoffe là où on ne l'attend pas. On l'attendait dans la victoire, on ne l'attend pas dans la défaite. On a manqué de fair play sur ce coup-là. Ce n'est pas du fair play, c'est du boucan. C'est du boucan? Oui, bon, je ne sais pas si c'est du boucan. Moi, je dis que... On l'attendait dans la victoire, pas dans ces déclarations. Moi, ma position, c'est que l'opposition en Côte d'Ivoire, l'opposition ne laisse pas le champ aux autres. Il faut venir compétir. Voilà, il faut venir. Les élections présidentielles passées nous ont montré un peu cette image de l'opposition, où certaines personnes ont vu les candidatures acceptées. Au lieu de se regrouper et de constituer une force, ils ont décidé de ne pas aller aux élections. Également, on voit Yopougon, il a perdu les élections, selon lui, il n'a pas perdu. Quel que soit, bon, c'est vrai qu'aujourd'hui, l'opposition, dans sa globalité, ne fait plus confiance aux institutions établies. Mais vous êtes dans un système, on vous donne l'opportunité de venir collaborer et de participer, d'apporter, de donner votre vision de la gestion et vous abandonnez. Je pense que l'opposition ne doit pas laisser la place au parti au pouvoir. Et sinon de les reprocher après qu'ils font avec les propres frères, les amis. Il faut venir booster. Parce qu'en politique, c'est la masse qui compte. C'est votre légitimité, c'est votre popularité. Maintenant, si vous n'êtes pas là, ça va être compliqué. Aujourd'hui, le RHDP a raflé presque toutes les localités en termes de communalité, les conseils régionaux, tout ça. Mais c'est une peine pour notre opposition, qui est en train de régresser, et cela donne une image déjà de 2025. Vous pensez que l'opposition est en train de une image régresser? déjà où en 2025 le RHDP est bien parti pour gagner cette élection si les choses restent dans cet état des choses. Vous le pensez, l'opposition en Côte d'Ivoire est en train de régresser? Non, les résultats ont montré une avancée du RHDP, mais la question que moi je me pose, pourquoi on en est arrivé là? Parce que depuis l'entrée de la Côte d'Ivoire dans le multipartisme, on n'a pas constaté ça. Pourquoi en est-on arrivé là? C'est toute la réflexion à laquelle j'invite les uns les autres. Vous avez une réponse peut-être? J'ai quelques pistes de réponse, parce que le RHDP, comme je le disais, a décidé à tous les niveaux de s'accaparer presque toutes les postes de direction. Vous savez, pour ne pas Monsieur Pétard, les postes de direction ont quoi à voir avec les postes électifs? Non, ça peut quoi avoir. Parce que quand le RHDP va en campagne, ils disent aux militants, nous sommes à des postes de responsabilité avec le président. Et là, si vous ne votez pas, vous n'aurez pas droit à certains chantiers. Mais monsieur, c'est ce qu'on appelle en politique les éléments de langage. Non, si l'élément de langage est condamnable, on le condamne. Si l'élément de langage est condamnable, on le condamne. Non, je viens. C'est pas le bon langage. Et d'ailleurs, ce n'est pas un discours officiel du RHDP. Maintenant, quand les leaders vont ils sont en face des populations, tiennent des gens de discours, mais chacun use de ses Mais c'est pourquoi j'ai des dénonces. Moi, je le dis, on a suivi l'histoire, je le dis, ça dit, moi, je suis ferme dans ma position de dire que la Côte d'Ivoire a connu des oppositions. L'opposition n'a pas commencé avec... La Côte d'Ivoire n'a pas commencé avec telle opposition. Oui. On a connu Laurent Gbagbo qui a milité jusqu'à arriver au pouvoir. On a vu le RDR, je pense que dans notre foi des partis politiques en Côte d'Ivoire, rares sont les partis politiques qui ont autant subi que le RDR. Ah bon, vous pensez? Je le dis, compte tenu de toutes les difficultés passées. Mais vous, tenez-vous bien. Tenez-vous bien, je viens. Non, peut-être c'est ça. Ah, ça c'est votre déduction. Non, mais tenez-vous bien. Je vais terminer avec des. Mais voilà un parti politique qui était à l'opposition, mais qui avait les postes stratégiques à Abidjan. La mairie d'Anyama, à Djamé, à Bobo, tout ça.
Mais j'étais au gouvernement. Non, je vous en prie. Non, j'étais au gouvernement. En 2000, le RD n'était pas au gouvernement. En 2000, qui était là? En 2000, il n'était pas pour vous. En 2000, qui était là? Qui était là? En 2000, c'était Babo. C'était Babo? Oui. Mais le après RD la était au gestion... gouvernement? Non. Le RD n'a pas été... Le RD était au gouvernement bien après. Pas immédiatement, avant les élections. Attends, on est en 99. Oui. Avant que Bédier ne quitte le pouvoir. Oui. Comment on appelle Adama Champion, il est au gouvernement, il était le secrétaire général du RDR. Il est au gouvernement, ministre des Transports. Oui. Après lui, on a un coup d'État auquel presque tout le monde ne participe pas. Le coup d'État de Gueye, le RDR est dedans. Hein? Le RDR a des ministres dans comme qui? Comme qui? J'ai pas bonnement, mais il faut vérifier cette histoire. Il faut vérifier. Je veux dire la capacité de résilience là, la capacité de résilience n'est pas vraiment n'est pas bien habilitée dans la conscience de nos oppositions en Afrique, surtout en Côte d'Ivoire. Voilà, qui tout le temps a tout jeté sur le parti au pouvoir. Il faut vous-même arriver à vous donner vraiment une visibilité dans votre combat. Et à vous tracer les sillons pour pouvoir vraiment impacter. Mais les partis de l'opposition le font. Dans la compétition, chaque parti use de ses armes. Non, mais quand les armes sont mauvaises, on le dit. Alors, messieurs, vous parlez d'armes. Les armes crépitent quelque part en Afrique. C'est bien sûr au nord du Mali, ce pays voisin. On va en parler, mais permettez qu'on fasse une petite transition. Et puis, on revient pour parler de ce dernier sujet. Vous êtes nombreux à nous suivre actuellement sur nos différentes plateformes. Vous suivez la revue de presse en grand format. Vous avez l'occasion, retenez-le bien, de participer à cette émission. Nous sommes bel et bien en direct sur cette chaîne. Nous sommes vendredi 6 octobre 2023 et nous sommes à la dernière étape de cette émission. Vous voyez le numéro qui s'affiche au bas de l'écran. Vous pouvez appeler au 27 22 55 40 84. 27 22 55 40 84. Appelez-nous et puis donnez vos avis sur ces sujets, notamment ce dernier sujet que nous allons aborder. Il est relatif au Mali où les armes ont commencé, sinon recommencé à crépiter. Monsieur, votre opinion sur cette actualité au Mali? Non, c'est dommage qu'on en soit encore au Mali en train de s'échiner et puis se tuer, même si on peut le dire. Parce que pour nous, vraiment, le Mali est rentré dans une phase qui va impacter négativement toute la sous-région. Vous savez, cette zone-là est une zone... Moi, j'ai essayé de voir qu'est-ce qui pouvait motiver cette volonté d'indépendance, de souveraineté de l'Azawad, ou dans le nord du Mali, où les affrontements ont lieu. Mais à y voir, il n'y a pas d'intérêt économique majeur. C'est des intérêts stratégiques. Quand il parle d'intérêt stratégique, certains pays tels que l'Algérie, qui... Le nord du Mali a quand même des richesses. Hein? Non, quand je dis non, mais le but de la bataille, ce n'est pas économique, comme on aurait pu voir en son temps quand on a vu au Nigeria, lorsque l'autre région voulait faire la sécession. C'était purement pour avoir la manne sur le pétrole. Mais là, cette sécession est plutôt une volonté d'imposer un certain système, politique à la région. Et d'aucuns ont choisi ce lieu-là pour greffer certaines de leurs arrière-bases, telles que l'Algérie, dans sa lutte contre certains combattants djihadistes. Je prends de l'Arabie Saoudite. Beaucoup ont des intérêts stratégiques là-bas que d'intérêts économiques. Et on se pose la question aujourd'hui, comment le Mali va arriver à solutionner cette question? Parce qu'elle ne peut pas être résolue militairement. C'est quoi la solution selon vous? Moi je pense qu'il faut oser quand même, je n'ai pas parlé d'autonomie, mais il faut oser un peu un certain nombre de mesures pour emmener les uns les autres à déposer les armes. La Casamance, on l'a vu pendant des années. Mais qu'est-ce qu'a fait le Sénégal? Le Sénégal a trouvé un certain nombre de mesures pour leur donner une certaine autonomie dans la gestion pour que les armes se taisent plus ou moins. Et c'est cela. Parce que tant que la force militaire sera l'option, nous n'assisterons pas à la paix au Mali. Ça, je peux vous l'accorder. C'est bien noté. Alors, docteur, ces armes crépitent au moment où la MINUSMA est en train d'effectuer son départ du territoire malien. Est-ce que vous établissez une corrélation
entre ce départ et puis cette reprise des hostilités au nord du Mali? Bien sûr, il faut dire qu'il y a quand même une relation assez notoire parce que quand, on le dit en Côte d'Ivoire, quand quelqu'un laisse, quelqu'un prend. Voilà, les espaces que contrôlaient ces forces étrangères vont dorénavant devenir des proies privilégiées pour tous ces groupuscules armés dans cette localité. Mais il faut dire depuis 1960, depuis l'après l'indépendance, cette zone est en proie de violence. Voilà, d'idées indépendantistes composées d'Arabes et de Touaregs qui veulent leur indépendance. Et avec le coup d'État, l'instabilité s'est encore agrandie dans cet espace, encore demandé la difficulté entre la France et le Mali, demandé aux forces françaises du parti, va encore accentuer la difficulté dans cette localité. Un vaste champ quand même difficile pour le Mali de contrôler, hein, très difficile. Surtout quand vous avez un gouvernement qui n'a pas toute la légitimité internationale, ça devient très compliqué parce qu'il y a du renseignement qu'il faut. Mais aujourd'hui, avec la rupture que le Mali, les dirigeants de Bamako ont aujourd'hui avec l'Union européenne et la France, ça va créer beaucoup de difficultés. C'est dommageable parce que nous, Ivoiriens, nous ne pouvons pas regarder ça puis ne pas parler parce que la Côte d'Ivoire, c'est un peu le Mali, tout ça. Et quand toute la zone sahélienne est en proie à des violences assez terribles, c'est tous les pays voisins. Aujourd'hui, quand vous partez, vous promenez en Côte d'Ivoire, vous voyez comment les gens sont déplacés. Oui, les déplacés, les vagues de déplacement sur le territoire ivoirien, parce qu'aujourd'hui, le Niger, le Mali, le Burkina sont en proie des violences assez terribles. Donc, alors, Beta évoquait des pistes de solutions. Vous, à votre niveau, pensez c'est quoi la solution à ce problème? Pour moi, comme il a dit, autonomie. Comme il a dit, parce que la guerre, pour moi, la violence militaire ne peut pas être la solution idoine. Parce qu'après, il faut pouvoir vaincre la paix et le développement également. Voilà. Je pense que pour moi, il faut aller... ce sont les Maliens aussi qui sont sur cet espace. Hein. Voilà. C'est vrai qu'ils ont un peu le sang algérien parce que c'est la frontière entre le Mali et l'Algérie. C'est un peu la même famille, mais ils sont Maliens. Les frères, les populations de la Zava sont les Maliens. Ils demandent leur indépendance. Il faut arriver à trouver quand même une disposition politique, diplomatique pour que, comme il a dit, aller dans le sens de faire une ouverture politique pour permettre à ces populations de se sentir réellement dans la gouvernance du territoire. Et eux, à leur niveau de fuir de leur cerveau vraiment l'idée de séparatisme, d'indépendantisme. Parce que Kidal, qui est la localité où les rebelles sont plus accentués, est une partie importante du Mali. Le gouvernement malien n'oserait pour autant, pour aucune raison possible, perdre Kidal, qui est une position qui renferme toute la légitimité du Mali, parce qu'aujourd'hui, il n'y aura pas d'élection au Mali sans que on n'ait pas, comme l'a fait au Burkina déjà, pour dire que le Burkina n'est pas globalement sécurisé, il n'y aura pas d'élection. Les dirigeants maliens peuvent dire, naturellement, il ne peut pas avoir d'élection puisque Kidal n'est pas encore sécurisé, parce que les forces maliennes sont actuellement à Gao, sont en train de progresser vers le nord, aller pourchasser les autres en dehors de Kidal, mais il faut arriver à s'asseoir, discuter, et que tous les acteurs invisibles, je parle de l'Arabie Saoudite, je parle de la France, je parle de l'Algérie, puissent s'asseoir pour discuter afin de trouver des solutions. S'asseoir pour discuter, vous l'avez dit, merci à vous d'être venu vous asseoir sur notre plateau pour discuter, pour confronter les idées sur les différents sujets qui font l'actualité ici en Côte d'Ivoire. Merci à vous, M. Beta Michel, directeur fondateur du journal Le Bélier, M. Dr Ali Doumbia, enseignant-chercheur en histoire des relations internationales à l'université Alassane Ouattara de Bouaké. Messieurs, merci à tous les deux. On espère vous, M. Dr Doumbia, c'est votre premier passage sur notre plateau. On espère vous retrouver régulièrement. J'espère que je serai invité prochainement. Ça sera fait, ça sera fait. Mon frère Bida. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi cette émission. Merci à la réalisation qui nous a permis de faire cette émission. Merci. Et puis à vendredi prochain sur les antennes de l'Intelligent TV. Mais avant, retenez que tout à l'heure, à partir de 17h, vous aurez une interview avec Ismaël Sako, qui est le président du Parti social-démocrate africain, un parti politique qui a été fondé au Mali en mars 2013, qui se prononce sur la situation sociopolitique dans son pays. C'est pour tout à l'heure, 17h sur l'Intelligent TV. À très bientôt. Au revoir.